L'origine du textile en Pays d'Olme remonte au temps des Cathares. Cependant, l'âge d'or des filatures et des tisserands se situe vers 1900 et s'étend sur plus d'un demi-siècle. Le musée du textile de Lavelanet permet de découvrir les machines qui ont permis la révolution du tissu. Jean Canal a commencé à travailler à l'âge de 10 ans. 87 ans plus tard, il est toujours aussi actif. Il est la cheville ouvrière de ce musée. Il nous raconte sa vie professionnelle. Monsieur Canal, pouvez-vous nous donner vos origines? Où êtes-vous né? Ma mère était native de l'Aude, de Montolieu exactement. Mais mes parents paternels étaient natifs de Lavelanet. Autant que je sache, autant qu'il y a, n'est-ce pas, à la mairie, dans les notes, dans les anciennes familles, nous y figurons. Mon grand-père, n'est-ce pas, était tisserand lui-même, et c'est justement qu'il a appris ici qu'un centre textile existait dans le Pays d'Olme. C'est alors que pour des raisons personnelles, familiales, il s'est installé à Lavelanet. À quelle école êtes-vous allé? C'était l'école, n'est-ce pas, de l'époque de Jules Ferry, n'est-ce pas, tout à fait. Passage d'une classe à l'autre. Et à l'époque, beaucoup de jeunes partaient en activité jeunes. À partir de 10-11 ans, n'est-ce pas, certains se dirigeaient vers l'industrie textile principalement, où certains ont accédé à des postes de chef de fabrication. Et puis l'industrie textile s'est développée, comme l'on sait, jusque dans les années... À partir de quel moment êtes-vous allé en apprentissage? J'ai quitté l'école, j'avais 10 ans. J'ai la mention tout juste, c'est lire et écrire. Enfin, écrire, c'est une façon de parler et de lire aussi. Nous étions en infraction, il faut le dire. Mais enfin, la loi, on était assez souple. À la venue de l'inspection du travail, il était repéré, on le voyait de loin, dirais-je. On nous cachait. Et puis on ne cherchait pas bien. Et les choses sont quand même très bien passées, il faut le dire. Quel est le premier métier que vous avez appris dans l'usine Grolle? C'était le métier que l'on dit de rattacheur. C'est-à-dire, c'était des métiers affilés tels que nous en avons vu ici, que nous en avons. Et n'est-ce pas, lorsqu'un fil se casse, bien sûr, il fallait le réparer. En quelque sorte, le souder. Coller les deux fibres les uns aux autres du moment qu'ils étaient en pleine torsion. Voilà, c'était le travail du rattacheur, n'est-ce pas, enlever les canettes une fois produites et en replacer d'autres, etc. Voilà. Le travail débutait 7 h du matin, midi, 1 h, 6 h ou 7 h. Et à l'hiver, certainement, davantage. On produisait davantage, je ne sais pas pourquoi. Donc, des fois, on faisait des suppléments. Ça, c'était la logique dans tous les ateliers, bien sûr. Lorsque vous avez terminé votre apprentissage, comment a-t-on su que vous deveniez ouvrier? J'ai évolué vers le tissage. C'est une fonction naturelle. L'idée, vous savez, et j'ai continué. D'abord, il fallait savoir lire au moins et écrire, n'est-ce pas? Lire une fiche de travail, calculer le nombre de fils employés, etc. Déjà, ça demandait un travail un peu plus compliqué. Tandis que la filature, en principe, était un travail de manœuvre. Il s'agissait, n'est-ce pas, qu'on vous l'explique, si, et dans la demi-journée, vous faisiez un rattacheur ou un drousseur à l'époque. C'était en somme un travail de manœuvre. Il y avait un tarif, n'est-ce pas, qui était quand même assez bien respecté, suivant le travail qui était fait. Bien sûr, il y a eu ensuite des évolutions sociales, n'est-ce pas, mais ça, c'est une autre affaire, n'est-ce pas. Mais dans l'ensemble, les prix étaient respectés selon le travail qui était fait. Bon alors, M. Canal, après votre apprentissage, vous avez travaillé dans plusieurs entreprises. Combien à peu près? Quand j'ai fait ma reconstitution de carrière, je me suis aperçu que j'avais fait 17 places, ce que je ne referai pas aujourd'hui. Et la dernière entreprise, c'était? Eh bien, c'était le tissage Émile Couquette à Dreuil. Oui. Fabrique spécialisée dans les tissus à l'époque pour carrosser les voitures. C'était un peu où on carrossait la voiture à de l'âge, qui était la Rolls française à l'époque. Et puis beaucoup d'autres travaux, n'est-ce pas?
C'était une usine cotée, avec une direction tout à fait affable, très démocratique, il faut le dire. Le coût de la vie augmentait, donc il y avait une commission syndicale qui se réunissait, établissait un cahier de revendications, donc il s'agissait de quelques centimes à l'époque. Une demande était faite à la chambre de réunion à la chambre syndicale patronale, et ensuite c'était une réunion à la mairie, en terrain neutre, si je puis dire, et où on discutait, n'est-ce pas, enfin la commission, des revendications. Bien sûr, il y avait toujours une réticence. On demandait par exemple 50 centimes, mais on en obtenait peut-être 5, 6, c'était autant. Et les choses se passaient très bien. Je me rappelle même une fois que un nouveau tarif a été établi avec effet rétroactif. Mais les choses après ont évolué. C'est-à-dire elles ont évolué pour la raison suivante, que le syndicat a été pris en main par des gens à tendance politique. Et on ne faisait pas davantage de politique pour autant, mais c'était des gens qui étaient à côté, n'est-ce pas, pour être des gens d'une certaine tendance. Alors on a transposé tout ça sur le plan politique. On a regardé plus près, on a obtenu, il y a eu des échecs aussi. Il y a eu une action sociale en 1929 qui a duré quelques mois même. Finalement, elle s'est soldée par un échec, ou un demi-échec si vous voulez. Alors là, c'est la question politique, n'est-ce pas, qui s'en mêlait. À tort, à raison, je ne puis vous l'expliquer quand même, mais ça n'est en suivi quand même, d'ailleurs, il y a eu des exclusions d'ateliers, etc., etc. Bon, Monsieur Canal, vous avez participé à certaines grèves, et notamment celle de la ROC en 1926, puisque l'on vous voit sur une photo faire le beau. Le comité de grève, n'est-ce pas, a organisé à la ROC d'Olme la résistance, si je puis dire aussi, et en organisant des soupes populaires qui se concrétisaient avec des quêtes, n'est-ce pas, que l'on faisait à la Vlanée, ailleurs, n'est-ce pas, et qui servaient à alimenter la marmite, en quelque sorte. À la Vlanée, non, ça n'a pas existé, non. Les gens ont vécu dans le moyenne, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de soupe populaire, mais il y a eu quand même ce revirement, ça qui a changé l'atmosphère, la façon d'agir entre le patronat et les ouvriers. Les choses sont devenues plus acérées, si je peux dire. Mais ça a dû continuer la même chose, n'est-ce pas? Vous avez apporté quand même votre savoir-faire et vos compétences au service de ces entreprises, et vous avez, par moments, solutionné quelques petits problèmes importants. Il y a eu la grande bataille du pointillé qu'on appelait, qui était un tissu que l'on fabriquait pour la maison Simca à l'époque, où des pointillés subsistaient, des boucles sur les bords, sans pouvoir en trouver les remèdes. Donc c'était de véritables conseils de guerre qui se tenaient, sous la présidence de M. Dumont, bien sûr, à rechercher, n'est-ce pas, chacun émettait ses opinions. J'ai mis les miennes. Ils avaient rencontré des obstacles avec M. Georges Dumont, mais enfin, il s'est rallié quand même à mon idée. Et nous avons eu la chance quand même d'arriver à trouver une solution, parce qu'à tous les maux, il y a une cause. Et enfin, ça s'est terminé par un grand repas au cours de jour. Ça en valait bien la peine quand même. Où rien n'a manqué, il faut le souligner. Ma foi, tout le monde a été gagnant à cette époque-là. Et les choses ont continué pendant une vingtaine d'années même. Quand vous rameniez le travail à votre donneur d'ordre, il n'y avait pas des fois des problèmes? Il n'essayait pas de vous coller des amendes parce que... Ah si, mais ça c'était la spécialité ici de M. Dumont. Ouais. Oui, c'est de M. Georges Dumont, il faut le souligner, je ne lui en veux pas, ce monsieur, pas du tout. C'était des amendes, n'est-ce pas, qu'on collectionnait, mais que je n'ai jamais payées. N'est-ce pas, parce que ça avait bon dos, les amendes, n'est-ce pas, il en distribuait comme ça. Certains peut-être le payaient ou d'autres, mais enfin, on s'arrangeait toujours. Un jour, je reçois une facture, une amende, à l'époque, en francs de l'époque, 17 000 francs. Bon, des taches sur le tissu, enfin. Ma foi, je n'ai rien dit. Et quand je suis été au règlement, il me dit, voilà, oui, voilà le chèque, puis moins l'amende. Ah. Bon, c'est très bien.
Eh bien, puisque j'ai l'amende, mais je veux le tissu quand même, puisque je l'achète. Ah non, mais la pièce est déjà partie, elle me dit. Je lui dis, mais... Et puisqu'elle est partie, donc... Elle était bonne. Elle était bonne. Vous voyez, donc le papier alors a été partagé en 4. Vous êtes devenu artisan, hein, artisan façonnier. Moi-même, lorsque j'ai acheté mon métier à tisser à l'époque, qui a coûté 18 000 francs, mais il fallait le payer. Heureusement que la maison qui vendait les métiers faisait confiance aux artisans de la Velanais, car il n'y a pas un artisan, je suis sûr, qui ait acheté un métier payé comptant. Même depuis 1870. Mais ils n'ont jamais fait perdre un centime à qui que ce soit. C'est pour cela que les maisons de l'autre côté de la frontière faisaient carrément confiance à tous les artisans, au moins ceux de la Velanais. Je ne connais que cela, les autres ailleurs, je ne connais pas. Autrement, tous les métiers étaient vendus à crédit, payables à tempérament. Même des firmes achetaient des métiers en tempérament aussi, bien entendu. Mais ce qui concernait, je parle moi pour l'artisan, l'ouvrier, n'est-ce pas, qui voulait s'installer, disons, à son compte. Avez-vous participé au cours du soir, à ces fameux cours techniques d'apprentissage qui se faisaient à la Velanais? La fabrication du drap avait changé. De tout temps, ici, il n'y avait qu'une seule spécialité de fabrication de drap, la draperie lourde, la bure, qu'on appelait, n'est-ce pas, tissu pour casquette, pour par-dessus, pèlerine, manteau, etc., drap pour l'armée, etc. Un tissu, n'est-ce pas, standard, si vous voulez. Mais après la guerre, les choses ont changé. Il a fallu faire, parce qu'il y avait un creux. À l'époque, les usines travaillaient du mois de novembre au mois de mai, c'est-à-dire des tissus pour la saison d'hiver. Il fallait qu'ils soient fabriqués fin mai pour pouvoir être confectionnés et vendus à l'entrée de l'automne. Donc, on travaillait du mois de novembre au mois de mai. Et on ne reprenait le travail que vers le mois de novembre. Et pendant ce temps-là, les gens s'organisaient, n'est-ce pas? Je travaillais chez des agriculteurs, beaucoup à l'époque des vendanges aussi. Et ensuite, n'est-ce pas, le travail reprenait, comme je viens de vous dire, jusque vers le mois de mai. Mais ensuite, il a fallu trouver quelque chose, ensuite, après la guerre, pour combler cette intersaison. C'est alors qu'on a créé des tissus fantaisie, des chefs de fabrication s'étaient créés également, et le travail s'est compliqué. Et on s'est trouvé en pénurie de main-d'œuvre. C'est alors qu'il a fallu former des jeunes qui déjà étaient dans les ateliers, qui ne connaissaient que le tissu standard, comme je viens de le répéter, pour les initier à tous ces tissus modernes. C'est pour cela qu'on a créé les cours de tissage. D'abord, on a appris justement aussi les gens à calculer le nombre de fils, de savoir lire une fiche de tissage en quelque sorte, n'est-ce pas? Et tout cela, beaucoup de données techniques ont été données, qui a fait avancer beaucoup l'industrie textile dans la région. Jean Canal a travaillé jusqu'à l'âge de 83 ans. Il a ainsi cotisé 73 ans. Maintenant, il continue à raconter, à expliquer ce qu'était le métier du textile. Mais rassurez-vous, cela ne l'empêche nullement le samedi soir de prendre sa voiture et d'aller danser dans un village voisin. Que dire de plus si ce n'est bonne retraite, monsieur Canal ?